comment je définirais mon style? Alors, je vais vous faire une réponse d'abord de Normand. C'est-à-dire qu'avant de vous parler de mon style, je voudrais redéfinir quelques concepts. Vous savez que chez Parisian Gentleman, on aime bien redéfinir les concepts et surtout préciser de quoi nous parlons. Lorsqu'on parle de style, on parle évidemment, je ne vais pas vous refaire le couplet que tout le monde connaît sur la différence entre la mode et le style. Je vais juste le résumer en quelques idées simples. La mode passe. Oscar Wilde disait la mode est quelque chose de tellement horrible et pas beau qu'on est obligé de la changer tous les 6 mois, 2 fois par an avec les collections, alors que le style reste. J'irai un tout petit peu plus loin que ça, c'est que le style, c'est quelque chose de personnel, alors que la mode, c'est quelque chose qui est dicté par des designers qui vont choisir pour vous ce que vous allez porter dans les saisons à venir. Donc c'est quelque chose qui est presque diamétralement opposé. Le style, c'est quelque chose qui est personnel, c'est quelque chose que l'on définit par soi-même, et c'est quelque chose que l'on apprend. Il y a une courbe d'apprentissage au niveau stylistique qui est longue. Ce n'est pas un chemin facile, et c'est surtout un chemin qui est semé d'embûches, puisque souvent, lorsqu'on se passionne pour le style masculin classique, comme beaucoup de jeunes lecteurs de Parisian Gentleman, on a souvent tendance à aller un petit peu trop vite en besogne et à s'habiller ou à surs'habiller, etc. Donc je vais redéfinir un tout petit peu les grands fondamentaux du style. Alors, d'abord, la première chose à comprendre, c'est que quand on parle de style masculin aujourd'hui, on parle de style masculin contemporain. Je vous rappelle que sous l'Ancien Régime et jusqu'au XIXe siècle, notamment en Angleterre, les hommes étaient habillés avec des talons, avec des perruques, avec des jabots, donc avec énormément d'ornementation. C'était avec des attitudes très précieuses, très ampoulées. À cette époque-là, donc Georges Brummel, un Anglais qui était ami du roi, qui était quelqu'un de très influent, justement en termes stylistiques, crée la Révolution et décide de s'habiller différemment. Il était très regardé, bien sûr, parce que c'était un proche du roi, c'est quelqu'un qui était très raffiné, et décide de simplifier le costume des hommes, d'enlever les talons, d'enlever les perruques, d'enlever les jabots, d'enlever l'ornementation, et de resimplifier, et d'arriver à une épure de ce qu'on peut encore appeler aujourd'hui le costume classique d'aujourd'hui, qui est un costume, une chemise, un pantalon, préférablement de couleur sombre à l'époque. Donc, même si nous, Français, ça nous fait un tout petit peu mal d'avouer que ce sont bien les Britanniques qui ont inventé le style masculin classique moderne, nous sommes obligés de l'avouer. L'influence de Georges Beaubrumel a été considérable, évidemment outre-Manche, mais était à l'époque le modèle pour tous les hommes dans le monde entier. Donc quand on parle de style, spécifiquement dans le style classique masculin, on pourrait dire aujourd'hui qu'il y a 3 grandes écoles. Allez, les Américains ne vont pas être contents si je ne les inclus pas, mais disons que quand même stylistiquement, et surtout quand on parle de bespoke et d'art tailleur, nous avons 3 grands styles, 3 grandes écoles, qui elles-mêmes sont subdivisées en sous-écoles, et pour cela j'ai écrit des livres, donc il vous suffit de les lire. Le premier style, c'est le style anglais. Alors, qu'est-ce que le style anglais? Alors, il y a un mot en Angleterre qui est intraduisible en français, une fois de plus, comme quoi parfois nous avons du mal avec les mots, qui est le mot understatement. Understatement, ça pourrait se traduire par en dire moins pour en faire comprendre plus, ou de manière stylistique, s'habiller de façon tellement discrète que on expose sa personne et sa personnalité et pas ses vêtements. Donc c'est le style anglais, c'est le style classique au sens littéral du terme. Il y a un dicton sur Savile Row, donc qui est la rue des tailleurs, comme vous le savez sans doute à Londres, où je crois il y a encore une 40aine de tailleurs sur une rue qui doit faire un petit peu plus d'1 kilomètre, donc c'est quand même, ça reste un des lieux fondamentaux du tailoring dans le monde. Il y a un dicton sur Savile Row qui dit que si quelqu'un vous fait un compliment sur votre costume, c'est que votre tailleur a mal fait son travail. Bon, j'ai eu l'occasion de dire, je me souviens d'ailleurs dans un interview chez Bonne Gueule, que bon, tout ça était un peu exagéré et qu'à mon avis, personne ne s'offusquera de recevoir un beau compliment sur son costume, surtout si ça provient d'une jolie femme. Mais c'est un autre débat.
Donc les Anglais, le style anglais est un style très conventionnel, très discret, très raffiné, mais dont l'objectif précisément est la discrétion et l'étiquette. Les Britanniques sont très attachés aux traditions, aux conventions, et c'est un style qui est encore extrêmement vivace, notamment outre-Atlantique, puisque les tailleurs de Savile Row traversent très souvent l'océan Atlantique pour habiller certains gentlemen en Amérique. Mais c'est un style qui, selon moi, est encore très vivace, mais est un tout petit peu en perte de vitesse depuis quelques années, parce que le style anglais a besoin, à mon avis, de se renouveler, a besoin d'aller un tout petit peu plus loin et de sortir de ces carcans un peu conventionnels qui sont à la base de ce style-là. Donc ça, c'est le premier style, c'est le style anglais. Le deuxième style, la deuxième grande école du style, je vais la mettre en deuxième, même si on pourrait plutôt historiquement la mettre en troisième, mais je vais la mettre en deuxième, puisque c'est le style français. Donc le style français, comme je l'explique à longueur de page dans mon livre Parisian Gentleman, est issu de la France, est issu de Paris. Et n'oublions jamais que si Londres était et est toujours plus ou moins la capitale du style masculin classique, Paris est la capitale mondiale du style féminin. Et dans mon livre Parisian Gentleman, j'expliquais justement que cette hégémonie absolue du style féminin, de la mode féminine, des grands créateurs de mode, les Yves Saint Laurent, les Chanel, les Dior, qui ont fait la réputation, qui font encore la réputation et l'aura de la France dans le monde entier, cette hégémonie de la France dans le monde de la haute couture féminine avait eu tendance à jeter un voile ou à mettre sous l'éteignoir une autre facette de notre trésor national, qui est aussi le style masculin. Parce que en France, même si nous avons moins bien résisté dans les années 50 et 60 à l'avènement du prêt-à-porter de masse, nous venons directement d'ailleurs des États-Unis, et c'est une époque terrible pour les tailleurs et pour les maisons de chemises et même pour les bottiers. Beaucoup d'échoppes ont fermé leurs portes sous les coups de boutoir du marketing moderne et des vêtements peu chers de grande consommation. Mais pour autant, les tailleurs parisiens, les quelques-uns qui nous restent, sont de grandes maisons. Je pense à Chiffonelli, à Camps de Lucas. Ce sont des gens qui ont encore cet esprit français. Et cet esprit français, contrairement à l'esprit britannique, c'est un esprit de sophistication. C'est un esprit qui consiste à dire « je mets un costume parce que je veux être meilleur de moi-même ». Donc on n'est pas dans le conservatisme britannique, on est plus dans le charisme, dans la recherche de charisme et dans la déclaration de style. L'épaule Chiffonelli, je porte un costume Chiffonelli aujourd'hui en bespoke. Vous voyez, c'est une épaule qui est rembourrée, qui est très, charismatique, qui a beaucoup de personnalité. Même chose chez Camps de Lucas, avec une tonalité un tout petit peu plus discrète, mais on est quand même sur des costumes extrêmement structurés. Donc la France, c'est la patrie de la haute couture, et c'est vrai aussi dans le monde du costume. Donc là où les Britanniques ne songent qu'au conservatisme, aux conventions, à l'étiquette, en France, on va penser plutôt à la sophistication, à la qualité de la couture, aux détails presque obsessionnels que certains tailleurs français vont mettre dans leurs vêtements pour donner aux gentlemen parisiens et aux gentlemen français une identité qui leur est propre. Donc, Angleterre, la convention, France, l'obsession du détail, la haute couture. Et la troisième grande école du style, c'est l'Italie. Alors, je viens de finir, comme vous le savez, 3 ans de ma vie consacrée à tenter d'expliquer le style italien, et c'est un travail de titan. Je ne sais pas si j'y suis parvenu, en tout cas j'ai essayé vraiment d'aller aux sources, parce qu'il n'y a pas un style italien, mais il y a de nombreux styles italiens. Il y a le style milanais, il y a le style romain, il y a le style napolitain, il y a le style sicilien. Il y a peut-être autant, et le style florentin, il y a peut-être autant d'écoles de tailleurs en Italie qu'il y a de régions. Mais pour autant, ce qui fédère le style italien, c'est, contrairement donc aux Britanniques et aux Français, une obsession pour la liberté. La liberté d'expression, avec l'utilisation de couleurs qu'on ne voit pas à Paris ou qu'on ne voit pas encore moins à Londres, avec la liberté de mouvement. La liberté de mouvement est fondamentale
dans l'esprit italien. Un Italien veut porter un costume dans lequel il se sent bien. Ça ne veut pas dire qu'il veut aller aussi loin, par exemple, que la culture américaine. La culture américaine aujourd'hui, c'est tout pour le confort, au détriment du style. La culture italienne, c'est le confort, certes, mais pas au détriment du style. Et c'est bien sûr ces grandes écoles de couture, avec Caraceni, par exemple, à Milan. Au début, c'était plutôt à Rome d'ailleurs, en l'occurrence Domenico Caraccioni, qui a déconstruit le style anglais qui reste la base pour lui donner plus de légèreté, qui a commencé à déconstruire les épaules. C'est le travail de Vincenzo Attolini, le grand tailleur italien, qui lui a complètement déconstruit ce que les Anglais avaient mis tant de temps à construire. Donc l'Italie, c'est vraiment un style qui a à voir avec la liberté. C'est l'un des seuls pays où les hommes ont le droit de s'habiller comme les femmes. C'est-à-dire de s'habiller pour être beau, s'habiller pour... Il y a, je crois, une tradition, qui s'estompe, bien sûr, puisqu'on est au XXIe siècle, mais qui était encore vivace il y a quelque temps, qui était cette fameuse promenade en fin de soirée, en fin d'après-midi, notamment à Naples, où les hommes allaient se changer et allaient se promener avec un costume 3 pièces, avec une belle veste napolitaine, et allaient presque parader sur les places à Naples, et la coutume dit, ou la légende urbaine dit, que les dames se mettaient au balcon et donc avaient tendance à siffler les hommes ou à leur montrer leur admiration. C'était un peu une version inversée de ce qu'on fait à Paris quand on voit une jolie femme. On a tendance à lui donner un compliment, et si on est mal poli, à la siffler. En Italie, ça existe encore dans le sens inverse. Les Italiens, quand vous êtes bien habillé dans la rue, ils vous arrêtent pour vous dire « Oh, vous êtes très élégant, monsieur ». Ils appellent ça la bella figura. À Paris, quand vous êtes bien habillé, les gens ont plutôt tendance aujourd'hui, malheureusement, dans le monde dans lequel on vit, à parler dans votre dos ou à vous demander si vous allez à un mariage ou un entretien d'embauche. Donc, une fois que j'ai posé ces 3 grandes écoles du style, comment je définirais mon style? Eh bien, je suis bien incapable de le faire. Je dirais quand même, pour vous donner quelques indices, que mon tailleur historique, comme vous le savez, c'est Cifonelli à Paris, donc c'est un style parisien par essence. J'aime les costumes structurés, j'aime me sentir au meilleur de moi-même, j'aime cette notion d'invincibilité que vous ressentez lorsque vous mettez un costume en grande mesure d'une maison comme chez Cifonelli ou comme chez Campo de Luca. C'est quelque chose qui est indescriptible, il faut l'avoir vécu pour comprendre ça, mais c'est donc, je suis très parisien dans l'approche du style. J'aime vraiment me sentir bien et invincible dans mes vêtements quand j'ai besoin d'aller soit donner une conférence. Bon, évidemment, moi, c'est mon métier, je fais ça toute la journée, et depuis, on voyage 200 jours par an avec Sonia dans le monde entier pour visiter tous les ateliers tailleurs de la planète, mais je suis quand même parisien dans l'âme. Pour autant, depuis 3 ans, et c'est le produit direct de mon dernier livre, The Italian Gentleman, qui sort ces jours-ci, et dont nous aurons, donc je peux vous l'annoncer aujourd'hui, une édition en français et une édition en allemand, et peut-être une édition en italien dès l'année prochaine. Mon parisianisme, et c'est non péjoratif, mon appétence, voire même mon appétit en ce qui me concerne pour le style parisien, c'est un peu saupoudré d'influences italiennes. Et j'ai dans ma garde-robe maintenant des costumes napolitains de chez Dalquore, de chez Pirozzi, de chez Ciardi. J'admire des tailleurs comme Panico, comme Caraceni à Milan, comme Gianni Celleggin à Legnano, qui représentent dans des styles très différents une approche vraiment, vraiment radicalement différente du style parisien. Et je dois avouer avoir découvert le plaisir, la joie, la jouissance presque, de se sentir extrêmement bien dans ses vêtements. Alors, c'est moins charismatique, l'épaule est plus tombante, les vêtements sont moins sophistiqués au niveau couture, mais la légèreté que prodigue l'art italien tailleur est absolument phénoménale, et c'est aussi une belle expérience. Et c'est une expérience également qu'on peut toucher du doigt, tutoyer, dans la grande mesure bien sûr, mais également dans du prêt-à-porter très haut de gamme italien ou dans de la demi-mesure, puisque les Italiens ont un savoir-faire qui est complètement unique au monde. Donc mon style, pour résumer, il n'est pas britannique, puisque je trouve le style britannique, même si j'ai beaucoup de respect pour le style britannique,
tout petit peu en perte de vitesse et un tout petit peu répétitif et austère. C'est pas dans ma nature. J'ai du sang du Sud, je suis un latin, donc j'ai besoin de dire quelque chose avec mes vêtements. Donc je dirais que c'est encore à 75% un vrai style parisien, sophistiqué, avec une vraie notion de me sentir au meilleur de moi-même dans mes vêtements, mais saupoudré maintenant d'une once de nonchalance italienne, puisque vous savez que les Italiens ont même un nom pour ça, qui s'appelle la sprezzatura, que j'ai eu l'occasion d'expliquer à longueur de page dans Parisian Gentleman, et qui reste d'ailleurs un mot assez mal compris, surtout pour les personnes qui sont nouveaux dans le monde du style masculin. La sprezzatura, c'est l'art de faire croire à autrui qu'on ne s'est pas préparé, alors qu'en fait, on s'est vraiment préparé. Donc la sprezzatura, c'est cette notion un petit peu très italienne dans l'esprit de dire « Oh, moi je suis habillé comme ça aujourd'hui parce que j'ai pris la première chemise qui était sur le haut de la pile et j'ai pas choisi ma veste, je me suis juste habillé comme ça venait. » En fait, c'est cette notion de nonchalance travaillée qui est toute italienne. Et j'aime bien cette idée-là. Il ne s'agit pas de tromper ou de duper autrui, mais il s'agit de développer une élégance de plus en plus naturelle. Quand on démarre sur le chemin de l'élégance personnelle et du style masculin, on a tendance parfois à en faire trop. Et ce que l'Italie m'a personnellement amené aussi à moi, c'est ce petit degré de nonchalance qui fait qu'on passe d'une élégance, sophistiquée, travaillée, charismatique à une élégance plus nonchalante qui, à mon avis, est la voie à suivre pour arriver à se forger son propre style.